Jean-Daniel Lafont. Bonjour, bienvenue à l'Observatoire de la diversité culturelle. Tu es cinéaste, on se connaît depuis plusieurs années, ex-professeur de philosophie, chercheur principal à la faculté de sciences sociales de l'Université de Carleton à Ottawa au Canada. Tu as été époux du gouverneur général du Canada à ce titre, chef d'État. Tout un parcours pour un homme qui est né à Montluçon, ici en France, dans le quartier qui porte un très joli nom, Désertine. Oui, qui est un petit village d'ailleurs, qui était un village à ce moment-là à côté de la ville. Non, c'est vrai. Moi, je suis né dans un lieu qui finalement était un no man's land, puis ça s'appelait Désertine. C'est porteur de quelque chose, n'est-ce pas ? C'est porteur d'un sentiment de désertification, ce qui n'était pas le cas tout à fait. Il y avait un tissu humain extrêmement important, extrêmement intéressant. Et finalement, ça a été comme moi, je suis né vraiment pas dans l'après-guerre, mais dans la fin de la guerre, ça veut dire en 1944, donc dans un climat. Le jour de la libération de Paris, donc le 18 août, on ne peut pas faire mieux. Donc j'étais né pour me libérer d'une façon ou d'une autre. Et le parcours peut-être qui était le mien, plus qu'un parcours c'est un parcours qui a essayé de trouver ses moyens, je dirais, pour sortir de ce qui était un destin déjà tracé. C'est-à-dire... on était né dans un moment où il y avait peu d'espoir. Je veux dire, comme jeune, quand j'ai eu 13-14 ans, je me demandais ce que j'allais faire, parce que ça aurait été plus facile d'être dans les délinquances que de trouver du travail ou de trouver une ligne exacte. Et finalement, c'est le théâtre qui m'a sauvé. C'est un prof de théâtre qui m'a dit tu devrais faire du théâtre. Ça va te remettre sur tes pieds. Et donc à 14 ans, j'ai commencé à faire du théâtre et y prendre goût, et j'ai été un excellent élève après. Ça a changé complètement mon rapport au monde, ça a changé complètement ma vision des choses, et je me suis dit non, je veux être créatif, je me sortirai de ce qui me semblait une impasse à ce moment-là, parce que mis à part un destin d'instituteur, je ne voyais pas ce que je pouvais faire, ce qu'on allait me proposer. Mes parents n'avaient pas tellement les moyens de soutenir des études. Et finalement, c'est le théâtre qui me les a payés. C'est donc pas beau. Hein ? Et donc, j'ai été sauvé par les arts. Et c'est exactement ce que, aujourd'hui, je reconnais non seulement comme étant essentiel dans mon parcours, c'est-à-dire ce tournant-là était essentiel, ça m'a donné une espèce d'impulsion pour devenir moi-même, tout simplement, pour essayer d'aller chercher au plus profond ce qui me semblait le moteur de la vie, tout simplement. Et puis, ça m'a permis, aujourd'hui, longtemps après un parcours dont on peut reparler, mais ce parcours qui m'avait emmené à être prof de philo, c'est le théâtre qui me permet d'être prof de philo. Je dirais, c'est lui qui m'a payé mes études en grande partie, donc c'est formidable. Alors justement, parlons de ces philosophies, ces cours de philo. Il y a eu deux grands maîtres qui ont marqué ton parcours. C'est deux Michel Serres et Michel Foucault. Tu te revendiques d'eux, tu es un de leurs disciples, ce que tu dis dans tes textes antérieurs. Alors, en quoi ils ont marqué ce parcours? Quels sont en quoi leurs pensées t'ont influencé? Je dirais que, sauf bien des aspects, enfin ça, on vient de quitter le lycée depuis un moment, et là je suis à l'université à ce moment-là. Et à l'université, effectivement, je rencontre deux profs qui vont être mes profs, en somme, et pas parce que je les ai choisis, je dirais, c'est parce que nous étions là, et en même temps parce que je commençais un peu à connaître les écrits de Michel Foucault, mais moi j'ai eu le cours que j'ai eu avec Michel Foucault, c'était celui des mots et des choses. En somme, c'est ce qui allait devenir le livre, et je ne savais pas à ce moment-là. Je ne savais pas que nous étions en train de participer à l'écriture d'un livre, d'une certaine façon, et d'un système de pensée. Et Foucault m'a influencé à différents niveaux. M'a influencé d'une part parce qu'il nous a introduit au structuralisme, d'une part, mais aussi
aussi à une vision d'une philosophie qui allait s'attaquer à des problèmes cruciaux, centraux, des problèmes de société, des problèmes aussi liés aux aliénations, je veux dire, l'enfermement, la prison, etc. Donc Foucault était non seulement un philosophe fondamentalement cultivé, c'est-à-dire qu'il a une culture philosophique, une culture de l'histoire de philosophie qui était remarquable, il avait une intuition fondamentale pour traverser les différents philosophes et faire avec cela son propre miel, je dirais. Et effectivement, ce qui a été grandiose, ça a été ça. Ça veut dire que il était brillantissime. Et cette capacité de passer à travers les systèmes, de passer à travers, d'aller de Hegel à Heidegger, et d'arriver, de passer par la linguistique, et puis d'éclairer les différentes strates de notre culture, et en particulier de déboucher sur une approche très critique de la société, puisque finalement le travail qu'il va faire à la fois sur les prisons ensuite en particulier, donc c'est un philosophe qui est particulièrement engagé. Et à l'arrière-plan de tout ça, parce que d'un autre côté, Michel Serres, c'est la culture, c'est la vaste culture qui va de la mathématique à la physique, à l'astronomie, à la philosophie évidemment, mais c'est cette capacité de rassembler ce qui semble absolument pas rassemblable, si je peux me permettre le néologisme. Et donc cette vision synthétique du monde, cette capacité de partir d'un discours sur un hanneton qui venait de se poser sur la table et de terminer brillantissime sur la capacité que l'on peut avoir à la fois de vivre la nature, mais en même temps de vivre la pensée, d'aller d'un calcul mathématique à une réflexion sur la spiritualité, c'est cette jonglerie magnifique. C'était deux jongleurs de concepts. À cette différence près, c'est que Michel Serres avait ce rapport à la terre, autant Foucault venait de la grande bourgeoisie, autant Michel Serres, comme il le dit encore, puisqu'on est resté amis jusqu'à maintenant, Michel Serres te dira qu'il était le premier à écrire dans sa famille, et qu'avant c'était ses parents, grands-parents, arrière-grands-parents, cassaient des cailloux ou naviguaient sur la Garonne. Mais c'était le premier intellectuel. Et ce rappel qu'il avait constant de la simplicité des choses d'abord, c'est-à-dire de celui qui avait vécu, la terre l'avait touché, n'était pas dans les livres d'abord, mais il était né dans dans la glaise plutôt, dans la terre, donc dans la culture de la terre, dans l'agriculture. C'est quelque chose qui me rapprochait de lui beaucoup. Donc j'avais plus de familiarité avec Michel Serres qu'avec Michel Foucault. Michel Foucault qui gardait, qui parfois pouvait être hautain, tout simplement. Alors donc ces deux êtres m'ont influencé différemment et m'ont permis aussi de devenir ce que je suis devenu lorsque je suis devenu un jeune professeur de philosophie. Oui, parce que c'est les sciences d'éducation qui ont d'abord... Moi j'ai d'abord enseigné en 3 années en lycée, et à ce moment-là... j'étais un jeune professeur de philosophie, j'ai commencé à 23 ans en 1967, ça veut dire que j'ai connu 68, j'ai vécu assez proche avec mes étudiants en 68, j'avais 23 ans, j'avais des étudiants qui avaient 19 ans aussi. Il y avait très peu d'écart. C'est quand même une singularité particulière de notre époque, de cette génération-là. Puisque c'était la proximité. Mais on a vécu au Canada aussi, moi je me souviens tout à fait, mes profs qui avaient quelques années de plus que moi. Puis ça crée un bouleversement remarquable chez moi. C'est-à-dire qu'en 67, quand j'arrive pour la première fois dans une classe, devant une classe, n'est-ce pas ? Bon, j'ai le talent de l'orateur, j'ai le talent du théâtre, justement. Il fallait être un bon comédien, parce que tu viens avec un bagage culturel, mais tu ne l'as pas moulu, tu ne l'as pas digéré. Tu as des valises énormes, mais qu'est-ce que tu vas faire avec ça ? Tu es avec des jeunes qui attendent que tu leur dises qu'est-ce que la philosophie. Tu n'attends pas que tu déballes tout, ils ne s'attendent pas à ce que tu déballes tout d'un seul coup. Donc,
Comment tu t'y es pris? Oui, il fallait commencer, il fallait trouver la façon d'aller. Alors Ah, finalement, c'était quoi, la façon d'aller oui. avec la première fois que je suis rentré dans une classe et que j'ai commencé un cours, finalement, je l'ai commencé de façon très dans la proximité de l'autre. C'est-à-dire qui es-tu? C'était vraiment au niveau d'un rapport de personne à personne. Il n'y avait pas de philosophe ou de littérature entre nous. Il y avait d'abord un dialogue sur qu'est-ce que la philosophie, soit, mais en même temps, très vite, j'ai thématisé mes cours. C'est-à-dire, j'ai essayé de faire entrer ce que je savais au service d'un thème, ce qui m'a permis de filtrer, et moi-même d'enseigner en me formant, je dirais. J'enseignais, mais en même temps, je dirais que mes étudiants, ça me permettait en même temps de vérifier si ça passait, tout ça, si ça passait dans le tamis. Puis, là, j'avais 23 à 24 ans. Puis à ce moment-là, j'ai rencontré, évidemment, à cet âge-là, mais c'était autre chose, j'ai rencontré des gens de cinéma, de la critique, et en particulier, c'est là que je me suis marié, si on peut dire, avec la Ligue française de l'enseignement, puisque j'ai été, pendant plusieurs années, j'ai écrit dans ce qui était Images et Sons, la revue du cinéma. Et c'est là, finalement, et là, on est allé jusqu'à... on a travaillé tous ensemble, à ce moment-là, j'étais à Paris à ce moment-là, et on était... c'était les grands moments du cinéma. C'était le moment où, justement, j'ai commencé à travailler plus spécifiquement sur l'analyse des idéologies, n'est-ce pas? Et c'était le grand moment où... on parle des années 70. Oui, les années 70, où Christian Metz, d'un côté, Alain Marty, enfin, il y avait toute une... Et il y avait une querelle entre la revue du cinéma et les cahiers du cinéma au sujet de la pratique de l'analyse filmique. Donc, et là, j'ai publié, dans les années 70, le premier bouquin qui était issu de beaucoup de textes. J'avais créé aussi, j'avais co-créé un truc qui s'appelle le groupe d'études sur le cinéma, le GEC, je me souviens, et où il y avait plusieurs membres du comité de rédaction et de la revue du cinéma qui travaillaient là-dedans, qui étaient plus comme Alain Bergala était là aussi, etc. Beaucoup de gens qui travaillaient autour de l'analyse idéologique du cinéma. Et tu étais très marxiste à ce moment-là, ou non? Oui, on a travaillé avec des bases qui étaient fondamentalement marxistes, bien sûr, avec une lecture... Une sémiotique, avec une sémiologie... Oui, il y avait le travail de Christian Metz sur la sémiotique de l'image, il y avait tout ça, puis il y avait un accès privilégié pour nous au cinéma comme outil d'observation et surtout d'observation des idéologies dans notre société. Et ça a été un boulot remarquable, moi j'étais passionné par cela. Et donc parallèlement j'écrivais mes textes et en même temps, d'un autre côté, je faisais aussi des critiques de cinéma dans la même veine, c'est-à-dire c'était pas la critique j'aime pas, là on était au moment d'analyse vigoureuse et des conflits vigoureux aussi, hein. Et donc ça a été très formateur ça. Et parallèlement à cela, j'ai été très proche aussi du service de recherche de l'ORTF à ce moment-là. Puisque j'ai été détaché à l'Institut national de la recherche pédagogique. C'était toujours prof? Oui, j'étais prof, mais j'étais détaché chercheur après ce moment-là. J'étais détaché comme à l'Institut national de la recherche pédagogique. Je travaillais essentiellement sur la mise en place de ce qui a été après l'entrée du cinéma à l'école, mais moi c'est venu bien après, j'étais plus là depuis longtemps. D'accord, parce qu'il y a des programmes dans les lycées. Oui, mais ça a commencé il y a 30 ans. Il a fallu au moins 15 ans pour les imposer. Alors j'étais plus en France à ce moment-là. Oui, alors tu étais allé au Canada. Donc toi, c'est ça, moi le cinéma est arrivé, et il est arrivé par ça, par les écritures, et aussi très rapidement, par une relation très privilégiée que j'avais avec les services de la recherche de l'ORTF, qui était très proche de l'Institut national de la recherche pédagogique, parce qu'on travaillait sur les audiovisuels et sur les nouvelles images, on dira, et sur les nouvelles écritures. Et c'était l'époque de Pierre Schaeffer, etc. Et donc, jusqu'en 1974, j'ai été dans ce bain-là. Ah oui, c'était un vrai laboratoire. Voilà. Et là où j'ai eu une rupture. La rupture, c'est la fin de l'ORTF, et c'est la suppression du service de la recherche de l'ORTF, et c'est le giscardisme, tout simplement, la période la plus grise.
Et donc à ce moment-là, ça a baissé. Être chercheur, c'était beaucoup plus compliqué. Hein. J'avais pas. Là, il fallait que je rejoigne éventuellement l'université, hein, mais j'avais pas envie. J'étais rendu ailleurs. Et c'est à ce moment-là que, tout en étant en prof, chercheur, et en étant, disons, installé dans la carrière pour ma vie, normalement, en France, j'ai été professeur invité à l'Université de Montréal. Parce qu'on connaissait mon boulot, on connaissait le travail sur l'audiovisuel, et c'était le grand moment où, à Montréal, on travaillait là aussi sur les écritures, sur l'utilisation de l'audio scripto-visuel pour parler, comme on le disait à ce moment-là à l'Université de Montréal. Et à cause de cette réputation que j'avais, acquise par ce que j'avais fait un peu avant, donc ils m'ont invité comme professeur-chercheur invité, et j'ai travaillé beaucoup là, à ce moment-là avec des équipes, mais je circulais entre les deux pays. Ça veut dire que je passais 3 mois, 4 mois, 5 mois à Montréal, mais mon poste était en France, pour la vie. Et donc c'est ces allers-retours qui vont m'enrichir. C'est-à-dire que le cinéma que je commençais à pratiquer en France et proche du service de la recherche de l'RTF, c'était plutôt de l'expérimental, c'était plutôt déconnecté. Pas déconnecté des analyses structurales, mais déconnecté du rapport au réel. Et donc, et parallèlement à cela, avec la revue du cinéma, j'étais devenu un spécialiste du Québec très vite, parce que on avait organisé avec Louis-Marc Aurel dans les années 72, critique de cinéma au monde, Louis, le premier grand festival de cinéma canadien à Poitiers, c'était les Journées cinématographiques de Poitiers, et c'est là qu'on a reçu le cinéma canadien qui en fait s'était avéré être beaucoup le cinéma québécois. Et ça a été la découverte. Et là on est en 72, c'est mon premier contact avec le Québec, mais je n'y vais pas. Je suis en contact, mais je ne suis pas allé. J'irai donc physiquement qu'en 74. En 72, il y a à la fois il y a ce festival, et c'est là que je fais les grandes rencontres. Pierre Perrault, on se rencontre pour la première fois là. Et Lamotte aussi. Denis Arcand, on se rencontre pour la première fois là. D'ailleurs, qui est un ami que je revois souvent encore. Mais Denis, je lui rappelle d'ailleurs. Qui a fait, pour nos auditeurs qui nous écoutent nombreux, c'est le déclin de l'Empire américain. Et les invasions barbares. Mais qui bien avant avait fait beaucoup de films déjà, et donc il y avait lui, il y avait Gaston Miron qui était un poète, mais qui était un grand bonhomme. Donc j'ai rencontré Jean-Claude Labrègue, donc c'est toute une période où j'ai rencontré tout ce monde-là. Donc quand l'Université de Montréal m'a proposé de m'inviter, j'avais non seulement l'idée que, d'abord c'était une planque universitaire intéressante qui allait me permettre tout simplement de continuer à gagner ma vie, mais je la gagnais déjà en France, mais j'allais la gagner un peu plus grâce à eux. Hein. Et puis, surtout, ça me permettait d'aller rejoindre les copains du Québec, c'est les cinéastes du Québec que j'avais, moi, profondément lancé. J'ai fait des dossiers à ne plus finir dans la revue du cinéma, et puis avec Louis-Marc Aurel dans Le Monde, etc., on avait fait beaucoup de dossiers. Puis Louis il connaissait tout ce monde-là depuis, lui, au moins 10-15 ans. Donc c'est lui qui m'a introduit beaucoup aussi. Donc ça c'est très important. J'ai une double entrée. L'entrée au Québec, qui était l'entrée officielle, c'était le prof invité. Mais en même temps, le prof invité, il arrivait déjà avec des intentions et un bagage, n'est-ce pas, qui était toute cette connaissance que j'avais du cinéma, et de ce cinéma du réel que moi j'adorais cette fois. Là, j'avais été émerveillé par le travail de Perrault, d'Arthur Lamotte. J'ai beaucoup travaillé avec Arthur Lamotte aussi. Sur ce film-là. Beaucoup, avec toute la chronique des Indiens du Nord-Est, etc. Donc, il y avait tout ça. Il y avait le passager clandestin qui était le cinéma, et le passager officiel qui était le professeur invité. Donc, j'avais deux fers au feu. Qui fait que quand je suis arrivé à Montréal, je me suis trouvé sollicité des deux côtés. C'est-à-dire par les amis cinéastes qui me disaient mais quoi, ce que tu fais, l'idée que tu fais, etc. Viens avec nous. Et comment se fait le passage entre
le théoricien et, le documentariste. Absolument. Il se fait avec ce travail. Il se fait par ce double travail, c'est-à-dire, le travail de l'Université de Montréal, donc recherche sur les médias, etc. Et puis l'insertion de l'audiovisuel dans les sciences d'éducation. Et puis de l'autre côté, c'est mon insertion, si je peux dire, assez rapide avec l'ONF à ce moment-là, qui, pas comme cinéaste d'abord, mais comme celui qui avait lancé le cinéma canadien, qui n'avait pas tout seul, mais avec Louis-Marc Aurel, en France. Et il se disait, on va en faire d'autres, des éditions comme ça marche bien. Alors là, j'ai été sollicité d'abord comme plutôt comme analyste de film ou comme critique de cinéma, disons, d'une certaine façon. Mais en même temps, j'étais avalé très vite par ce tandem impossible qui était Lamotte et Perrault, puisque c'était des frères ennemis, mais j'ai travaillé avec les deux, et j'ai fait mes premières marches vers le cinéma, avec Arthur, avec lequel j'ai été associé d'ailleurs. Qui est un Français. Oui, qui était français d'origine, qui est un Gascon, mais qui était devenu un Indien, et qui d'ailleurs est mort il y a 1 an et demi, et qui est enterré dans le cimetière de cette île, avec les Indiens. Il a demandé cela. C'est un grand bonhomme qui a fait un boulot extraordinaire aussi avec le cinéma, qui n'est pas un cinéma ethnologique, avec du cinéma, mais il a fait un boulot remarquable, un peu à l'Agent Rouge, mais dans une autre manière, avec une proximité différente, mais c'est la même veine. Et puis de l'autre côté, Pierre Perrault, qui est cette espèce d'incroyable statue aujourd'hui encore, et qui était un ami avec lequel j'avais souvent des bons différends, parce qu'on n'était pas d'accord sur la vision du nationalisme, entre autres, et la vision du destin du Québec. Ce tissu-là va m'occuper. C'est fascinant ce parcours, mais je vais essayer de te ramener vers la question politique, parce qu'on voit bien se dessiner donc ce qui va être ta carrière, entre guillemets, ou pas seulement ta carrière, mais aussi ton engagement. Alors, ton rapport au nationalisme québécois est à la fois fait de proximité, puisque tu vas fréquenter, parmi les artistes sont souvent souverainistes, comme Gaston Miron, notamment. Il y a un film d'ailleurs sur la liberté en colère, qui va s'intituler La liberté en colère, où tu vas mettre en scène Pierre Vallière, les Felkistes qui ont assassiné, exécuté Pierre Laporte. Donc, quel est justement ton rapport aux politiques au sein de la société canadienne, notamment, et aussi par rapport à ton engagement comme Français, je vais dire, il y a deux choses, effectivement. Qu'est-ce qui se passe? Tu évolues politiquement, puisque tu étais plutôt marxisant dans les années 70, disons sur le... et au Québec, et au Canada, plus précisément, à la fois tu reconnais leur parcours identitaire, culturel, mais pas sur le plan politique. Ça c'est intéressant comme question, parce que justement, il faut refaire une petite marche arrière très rapide sur la France, parce que j'étais engagé en France de toute façon, c'est pas au Québec que j'ai été engagé politiquement, j'ai été en France, et j'ai été en France pour avoir, avoir vécu non seulement les événements de 68, mais avoir participé activement à des mouvements, que ce soit à travers le cinéma, que ce soit à travers l'éducation, ou que ce soit tout simplement comme citoyen, tout simplement. Il est clair que, en tant qu'homme de gauche, je dirais, j'étais engagé profondément, et je dirais que ce qui m'a marqué, le philosophe qui m'a marqué, et que j'ai croisé plusieurs fois, mais qui n'a pas été mon professeur, c'est Jean-Paul Sartre. Je veux dire, moi j'ai été au sens de l'action, je dirais, de l'action et de l'usage de la philosophie comme arme, comme outil politique, on va dire. J'étais un sartrien, indéniablement, et je ne le renie toujours pas aujourd'hui. C'est-à-dire, dans un cas profond au niveau de l'idée d'engagement, si tu veux. Et ça, et d'un engagement à la fois comme être libre, n'est-ce pas, et en même temps libre aussi par rapport aux politiques, c'est-à-dire libre de mes choix. Je n'ai jamais été affilié à un parti, par exemple. Tu vois.
Donc j'ai gardé une... Mais par contre, j'ai toujours été ce qu'on peut appeler, je pense, sans fausse modestie, j'ai toujours mené un combat progressiste. Et c'est sûr que quand tu arrives au Canada à ce moment-là, c'est-à-dire au Québec en particulier, puisque c'est là que je suis d'abord, je vais parcourir le Canada plus tard, mais d'abord j'arrive au Québec et je suis québécois puis canadien. Donc je tombe dans un lieu qui est le contraire de ce que j'ai expérimenté avant, c'est-à-dire un lieu qui a été dominé par le clergé, qui l'est encore. Quand j'arrive, il ne faut pas l'oublier, qu'il l'est même encore aujourd'hui, si je peux me permettre. Il y a la décléricalisation n'a pas eu lieu. Je suis arrivé à un moment où on avait, après la Révolution tranquille, et après un autre grand trauma, celui-là, qui est les événements d'octobre 70, et la mort d'un homme, qui est Pierre Laporte, qui a été exécuté par le mouvement de libération du Québec. Donc j'ai fait quand même une quinzaine de films entre 1982, 83 et 2005, on va dire. Hein, même un peu plus de films que ça, oui. Et donc tous ces films-là, après tout, il y a ceux qui interrogent le pays, qui balisent le pays. Un film qui s'appelle Le voyage au bout de la route ou La balade du pays qui attend, c'est franchement un questionnement sur justement ce qu'on peut appeler les élans de l'indépendance et en même temps les limites. C'est un film d'ailleurs qui symboliquement va réellement de Montréal jusqu'à Havre-Saint-Pierre, puisqu'à ce moment-là, la route 132 qui s'appelait le chemin du roi s'arrêtait là et se perdait dans la toundra, et c'est l'histoire effectivement de personnages qui vont jusqu'au bout de la route et qui finalement ont un chemin à tracer, un chemin qui reste à tracer. On n'aura pas le temps je crois qu'il est tout ce qu'on vient de dire est contenu donc dans ce dernier livre qui s'appelle Le désir d'Amérique, fragment nomade. Le désir d'Amérique, fragment nomade, c'est très personnel. Notre conclusion. C'est très personnel. Ça revient sur tout ce qu'on a dit jusqu'ici. En même temps, c'est très personnel. Comme les fragments l'indiquent, ça passe de la poésie à la fiction, à l'essai, etc. Et tout ça s'enchaîne complètement. Tout ça s'enchaîne avec je crois avec un seul but, c'est peut-être le désir d'Amérique comme lieu de liberté. Et on verra si ça marche vraiment à la fin, si ça va jusqu'au bout. Un véritable plaidoyer pour l'audace, l'écoute et l'art. Oui, c'est ça. Et en même temps, ça n'a pas peur de la fiction dedans. C'est-à-dire, c'est là-dedans, au début, tu verras, je cite Boris Vian qui dit tout ce que j'ai écrit est vrai puisque je l'ai inventé. Eh bien, ça sera une bonne conclusion pour notre entretien. Merci. Bon.